Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec plaisir sur ODC TV pour parler de livres, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous ont demandé des conseils de lecture. Certains ont demandé le retour de l'émission Le Faisceau des lecteurs. Donc on en profite en fait aujourd'hui pour vous présenter pas un livre, mais six. Trois chacun, trois pour Rachid. Bonjour. Bonjour cher ami, bonjour tout le monde. Effectivement, aujourd'hui, on a choisi 3 livres chacun. Et l'idée était un peu compliquée. Le but n'est pas de choisir des livres compliqués qui pourraient repousser les lecteurs les plus motivés, mais en Mhm. même temps, le but n'est pas de donner des livres trop simples, mais de trouver un juste milieu, Oui. des livres qui permettent d'initier les lecteurs à un champ de connaissances, à un domaine en particulier. Toujours développer l'esprit critique des gens, les amener à lire, à se documenter, à penser par eux-mêmes. Euh, le choix des livres aussi, c'est important. C'est des livres quand même simples, mais qui brassent un large éventail, parce qu'on va parler un peu de différents sujets à travers ces livres. Et c'est pas non plus, l'idée n'est pas non plus de donner le résumé total du livre, mais juste d'en dire suffisamment pour que les lecteurs aient envie de le lire et le lisent, et le découvrent par eux-mêmes, et pas assez justement pour ne pas dévoiler le livre. On commence tout de suite. Rachid, est-ce Tout à qu'il fait. y en a un que vous souhaitez nous présenter? Oui, alors j'en ai choisi 3. Ça a été très compliqué, je l'avoue, car j'ai eu beaucoup de coups de foudre au niveau des livres, et pas que. Ouais. Alors, Régis Debray. Régis Debray est quelqu'un de très particulier. Premièrement, de par sa trajectoire de vie. Mhm. C'est quelqu'un qui a fait partie de la gauche révolutionnaire. Il avait rejoint Fidel Castro, Che Guevara. Puis il a renoué avec une lecture un peu, pas conservatrice, mais disons qui s'est réconcilié avec notre archaïsme, avec la dimension archaïque qui est en l'homme et qui ne change pas. Oui. Donc que l'homme d'il y a 2000 ans ou il y a 3000 ans est globalement et fondamentalement le même. Et que la modernité, qui est une forme d'épopée historique, a eu comme raison d'être la déconstruction de tout ce qui était archaïque et ancien, en le jugeant comme ne faisant pas partie de l'humanité, mais en Mhm. faisant partie tout simplement de l'histoire humaine. Et donc, donc tout ce qui a été hérité du passé a été construit et donc peut être déconstruit. Or, une partie de l'œuvre de Régis Debray, c'est de démontrer le contraire. Parce qu'il y a des parties qui représentent des constantes anthropologiques, Oui. qui ne sont pas conjoncturelles. Leur mode d'expression est conjoncturel, mais leur nature même fait partie de la nature de l'homme. Mhm. Et le livre, c'est Éloge des frontières. Alors, je ne sais pas si on le voit à la Ah caméra. oui, tout à Donc, fait. c'est un petit livre, facile à lire. Il fait, alors, je vais vous dire exactement combien il fait, 86 pages. Mhm. D'accord, avec la préface en plus. Donc c'est un livre facile à lire, avec une plume magnifique. Donc c'est l'un des aspects que j'aime beaucoup chez Régis Debray, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs intelligents qui écrivent avec leurs pieds. Donc le contenu est intéressant, mais la forme est également importante. Oui. Et comme on le rappelle, notre devise, c'est la forme, c'est le fond qui émerge. Oui. L'éternel retour du concret pour ODC. Pour ODC, voilà. Ouais. Mais globalement, les deux se rejoignent Ouais. parfaitement. Alors, Éloge des frontières, il prend la frontière en tant que telle comme élément ou comme objet d'étude. Et il démontre qu'il y a 2 types de frontières fondamentalement. Il y a des frontières visibles, ce sont les frontières politiques, mais également les frontières physiques, comme la Mhm. muraille de Chine, le mur d'Adrien à l'époque de l'Empire romain en Grande-Bretagne et d'autres. Et il y a les frontières invisibles, c'est-à-dire les frontières culturelles, Ouais. les frontières religieuses, linguistiques, ethniques, civilisationnelles, culturelles. Et les deux peuvent se rejoindre et coïncider comme elles peuvent ne pas coïncider. Ouais. C'est-à-dire que la frontière culturelle peut dépasser la frontière politique. Oui. Quand on dit le monde arabe ou islamo-arabe ou arabo-islamique, Mhm. quand on dit le monde occidental, on ne peut pas l'enfermer à l'intérieur de frontières politiques. Il déborde Ouais, ces ouais. frontières-là. Ouais. Alors, ce qu'il nous explique, c'est que toute la doxa qui a dominé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui avait pour but de déconstruire les frontières politiques par Mhm. différents moyens. Premièrement, des moyens économiques à travers la promotion du libre-échange. Donc il faut lever les frontières économiques qui permettaient de réguler les échanges commerciaux et donc de protéger la main-d'œuvre, les entreprises nationales, etc. Mais également les frontières politiques avec des dynamiques d'intégration continentale comme l'Union européenne et d'autres, l'espace Schengen, liberté des flux, des personnes, des capitaux, de l'argent et de tout. Or, le problème, c'est que dans cette mondialisation qu'on nous promettait comme heureuse, eh ben, la levée de toutes ces frontières, c'est en réalité la réduction du monde à un champ de bataille ou de lutte de tous contre tous. Et donc, on s'est retrouvé dans un schéma où des Vietnamiens et des Chinois, d'un côté, sont en concurrence avec des Européens, où les Éthiopiens également sont en concurrence avec les Marocains. Et c'est une concurrence fondamentalement déloyale, parce Mhm. que les salaires ne sont pas les mêmes, les pouvoirs Ouais. d'achat, etc. Et ben, quand on supprime les frontières visibles, politiques, eh ben, le réflexe de tout peuple,
c'est de réactiver les frontières invisibles, de les exacerber. Parce que comme il n'y a plus de frontières physiques ou réelles qui le protègent, eh ben, il réactive d'anciennes frontières et ça donne lieu à des dérives. Donc ça peut donner lieu à une forme de radicalisation religieuse. Donc ce n'est pas une réactivation apaisée du religieux ou de la langue, mais c'est une réactivation exacerbée qui peut prendre une forme ultra-identitaire qui est à la limite caricaturale. Et donc, quand il parle des dérives autoritaires, totalitaires, radicales, etc., il ne le voit pas comme tout simplement un phénomène qu'il faut combattre, mais il le voit comme la conséquence immédiate de la mondialisation. Et donc, à un certain moment, il réhabilite la frontière dans son rôle régulateur. Et il prend comme image l'image de la cellule qui a une membrane qui n'étouffe pas la cellule, comme les libéraux parlent des frontières, mais au contraire qui permettent de réguler les flux entre l'en dehors de la cellule et l'intérieur de la cellule. Ou la peau humaine. La peau humaine, l'épiderme, etc. Et il a toute une lecture historique où il rappelle comment les Romains, avec les premiers types de frontières militaro-politiques, les limes, avant de les bâtir, il y avait des prêtres qui venaient sanctifier l'endroit où allait être bâtie cette frontière-là. Et donc il y a toute une dimension sacrée des frontières, autant visibles qu'invisibles, où les deux doivent être à l'équilibre et les deux doivent se soutenir mutuellement. Sinon, il y a un effet de vase communicant qui se fait entre les deux, où quand on supprime l'une, on exacerbe l'autre, et inversement. Oui. Très intéressant. Donc, c'est le titre du livre. Alors, Éloge des frontières, Régis Debray. Alors là, c'est un infime résumé que j'ai donné du livre. Il fait 86 pages, mais c'est du concentré, intellectuellement parlant. À lire de toute urgence. Voilà. Et vous, cher ami? Moi, j'en ai 3. Donc, on va commencer par le plus d'actualité parce que vous n'êtes pas censé savoir que le professeur Perron a été réhabilité par l'ordre des médecins. Voilà, donc, oui, exactement. Il avait raison. Voilà, très bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle pour les covidistes, mais bonne nouvelle pour nous. Voilà. Et en fait, ça, c'est sur le sujet du Covid. Mais un des livres que j'ai lu il y a longtemps, parce qu'il date un peu celui-là, et qui parlait de la vaccination, qui s'appelle Tétanos. Voilà, livre sur le tétanos, le mirage de la vaccination. Donc, c'est un livre, je vous le dis honnêtement, si vous n'êtes pas prêt, il ne faut pas le lire, parce qu'il est assez choquant, parce qu'il remet en cause beaucoup de paradigmes et beaucoup de choses qu'on croit savoir, et notamment les professionnels de santé. À mon avis, si vous le lisez, vous allez avoir quelques surprises. C'est un livre écrit par François Joët, qui est à la retraite, mais qui était universitaire à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Ce livre donc traite du tétanos, il part du point de départ du tétanos pour parler de la vaccination et du paradigme de la médecine moderne. Il est choquant à bien des égards parce qu'en fait, il dénonce à partir du tétanos, qui est une maladie, comme on le sait, qui s'attrape par la terre, par les coupures, par les plaies, et il va dans les détails avec plein d'arguments pour expliquer en quoi c'est une maladie qui n'est pas immunisante et qui n'est pas contagieuse et qui ne se transmet donc pas par le sang, puisque le bacille tétanique qui ne se transmet pas par le sang, il ne peut pas vivre dans l'oxygène. Voilà. Donc il ne s'attaque qu'aux nerfs, ce qui fait qu'en fait, je vous le dis, c'est écrit dedans, mais en gros, il suffit de nettoyer la plaie avec de l'eau oxygénée, d'avoir une bonne hygiène pour que ça ne pose pas de problème. Et comme le Covid, c'était une maladie qui touchait en particulier les personnes âgées avec un système immunitaire affecté, le tétanos fonctionne à peu près pareil. Voilà, donc je vous conseille de le lire parce qu'il y a énormément de choses. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vous dire les détails et me positionner sur le pour ou contre. Mais par contre, il est extrêmement intéressant parce qu'il y a des arguments scientifiques. Il y a, je crois, 180 notes de bas de page sourcées avec que des études. Donc, c'est un livre sérieux. Ce n'est pas du complotisme, c'est un livre très sérieux avec des arguments, avec des graphiques, avec des citations, avec tout ce qu'il faut pour se faire son avis soi-même. Et c'est ça, je pense, le plus important, c'est de lire et de se faire un avis sur la question soi-même, parce que Françoise Joët, d'ailleurs, elle a créé une association qui militait pour la liberté d'information et pour le droit de choisir de se faire vacciner ou pas. Ce qu'on appelle le consentement éclairé. Éclairé, exactement. Donc c'est un livre très intéressant, je vous le conseille. Lisez-le si vous voulez remettre un petit peu en branle vos certitudes sur la vaccination. Et déjà, peut-être que sur YouTube, il y a également des vidéos d'elle. Certainement, il doit y avoir des vidéos de gens qui en parlent.
Bon, le mieux, c'est de se le procurer. Il est très facile, hein, malgré tout. C'est quand même assez facile à lire. Il y a des graphiques, c'est expliqué, c'est bien organisé, donc très facile, ça peut se lire assez rapidement. Et puis rappelons que même si vous ne le trouvez pas en librairie, dans les rayons, vous pouvez le commander auprès de votre libraire. Enfin, en l'occurrence, dans les grandes villes, ça peut se faire. N'importe Oui. quel libraire peut le commander. Au bout de 4 semaines, vous l'avez, s'il vient de l'étranger. Mais dans les petites villes, je pense que c'est le même procédé. Aujourd'hui, par Internet, tout se commande. Ouais, tout à fait. Donc lisez-le, vous allez voir plein de parallèles avec l'épisode Covid dont on est sorti heureusement. Ah bah là, il y Mais, a beaucoup de choses intéressantes ouais. qui commencent à remonter par rapport mais, au mais Covid. ce qui est rigolo avec ce livre, c'est qu'en le relisant maintenant, on se dit il avait de l'avance. Oui, Franchement, il y avait entendu. beaucoup de choses dedans qui se sont avérées depuis 2020. Voilà, on a vu où ça nous a mené, toutes les dérives. Donc c'était un livre assez visionnaire Et puis finalement. le pire est à venir, parce que bientôt, on va parler de la surmortalité qui est très suspecte, qui commence à Oui, remonter. d'ailleurs, c'est Chez une les des choses qu'elle sportifs, dit dans les le livre. athlètes, chez beaucoup de gens. Et une des choses qu'elle dit dans le livre, c'est que finalement, la vaccination contre le tétanos fait plus de morts que le tétanos lui-même. Qui Bon, fait, c'est je pas drôle. rappelle. Non, c'est pas drôle, Ce qui mais est drôle, c'est l'ironie de la situation. en fait, c'est Oui, oui. ironique parce que voilà, le Oui. Covid, on nous a sorti toujours les mêmes arguments. Oui, Voilà, le tétanos fait 10 cas par an en France. oui. On Bon, vaccine c'est 10 millions de personnes par an. Voilà. Donc l'idée, en fait, la vaccination massive, je sais pas qui disait ça, il disait c'est comme si on faisait la moyenne des pointures de pied dans un pays et on dit bon bah la moyenne c'est 38, donc tout le monde va chausser du 38. Ce qui est aberrant parce que normalement, d'un point de vue, lorsque vous allez chez le médecin, avant de vous prescrire n'importe quoi, il vous pose un minimum de questions. Tout à fait, Avant un de dossier faire, médical, voilà, des est-ce que vous avez allergies. des antécédents, des allergies, vous donnez votre sang, on vous pose un tas de questions. Mais pour la vaccination, non. On Mhm. part du principe que de toute façon, c'est bénéfique, peu importe le cas, peu importe la personne, peu importe l'âge, etc. Et là, il faut rappeler que durant les campagnes de vaccination, au fait, les gens sont devenus médecins. Enfin, l'État a fait des médecins parce qu'il n'y avait pas de dossier médical, parce qu'on n'a pas encore une digitalisation du dossier médical, et on demandait aux gens, êtes-vous allergique? Les gens disaient non. Ouais, mais je ne suis pas médecin, peut-être que je suis allergique et je ne le sais pas. Ouais. Donc là Ouais. encore, on est dans la standardisation de l'approche médicale, alors que normalement, elle devait être individualisée. Voilà, donc lisez ce livre très intéressant et ne prenez pas ce qu'on dit pour argent comptant, ne prenez pas ce que vous entendez sur les plateaux télé pour argent comptant et faites-vous votre avis par vous-même. Oui, après, je vous recommande même d'en parler à votre médecin. Exactement, oui, voir son avis, Oui, bien sûr. c'est vrai. Deuxième livre, cher ami, est-ce que vous avez quelque chose Oui, j'ai un livre sur un tout autre registre, également un livre initiatique qui permet de... Parce que moi, je rappelle que mon approche est toujours la transdisciplinarité, Ouais. qui n'est pas la multidisciplinarité. La multidisciplinarité, c'est d'avoir des gens, chacun spécialisé dans un domaine. On les Ouais. met ensemble et on leur dit bosser. Non, la transdisciplinarité, c'est une méthode. Mhm. C'est une méthode, une approche qui permet de conjuguer différentes disciplines par rapport à un seul et même problème. Donc, comme je donne l'exemple à chaque fois pour la géopolitique, c'est comme l'ophtalmologiste avec les lentilles. C'est individuel, là encore. C'est en fonction du patient et donc du problème. Pour nous, les chercheurs en sciences humaines, etc., et ben, on va utiliser à chaque fois des disciplines différentes et les combiner dans une synergie. Alors là, on va aller du côté de l'anthropologie et de l'économie. Avec Emmanuel Todd, là, je vous montre le livre, ça s'appelle L'illusion économique. Là, vous le trouvez, en tout cas à Casa, vous pouvez le trouver, à Rabat, vous pouvez le trouver, dans les autres villes, je n'ai pas vérifié moi-même. Donc, l'illusion économique, Emmanuel Todd. Alors, l'œuvre d'Emmanuel Todd, globalement, déjà, je rappelle qu'il est anthropologue, démographe et sociodémographe. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé la question des systèmes familiaux, en partant de l'idée que dans les différentes régions du monde, chaque peuple et chaque culture a été pendant des siècles organisé familialement et structuré autour d'un certain nombre de valeurs. Il y a les valeurs verticales, le rapport parent-enfant, qui peut être autoritaire ou libéral. Alors autoritaire, ça ne veut pas dire que les parents battaient les enfants, mais ça veut dire que quand le garçon atteignait la puberté et qu'il se mariait, il ne quittait pas le foyer paternel. Il restait vivre dans le même foyer que le père. Oui. Et donc, on avait une maison à 2 étages, une maison avec 2 chambres. Et donc, il ne quittait pas l'autorité du père. Il restait dans l'autorité physique et immédiate du père. La famille libérale, la famille anglo-saxonne, dès l'âge de puberté, le garçon est éjecté en dehors du foyer paternel. Tu te débrouilles, voilà. Soit tu deviens mercenaire, soit tu deviens prêtre, soit tu vas travailler dans la ferme à côté. Oui. Mais il est émancipé malgré lui dès le départ. Et donc, ça développe des principes d'autonomisation, d'individualisme, de manière très précoce. Tandis que dans le système autoritaire, c'est plutôt la tutelle. On demeure toujours sous l'autorité de quelqu'un. L'autorité légitime, celle du père, mais l'autorité quand même. Et on ne développe pas l'autonomie. L'autre axe de valeur, c'est l'axe horizontal. C'est l'héritage qui permet de le mesurer. Est-ce que dans cette culture, l'héritage est partagé de manière égalitaire entre garçons et filles, ou bien entre garçons d'un côté, comme dans l'islam, et entre les filles égalitaires également, mais inégalitaire entre genres, ou bien est-il indifférent à l'égalité,
c'est-à-dire liberté testamentaire, comme dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire que les enfants ne grandissent pas avec l'idée qu'ils vont forcément toucher quelque chose. Donc ils ne comptent pas sur l'héritage. Ils grandissent avec l'idée peut-être qu'ils vont rien toucher. Et peut-être qu'ils vont toucher. Donc ils sont indifférents à l'idée d'égalité. Et donc ça va donner des sociétés indifférentes à l'égalité, même dans tous les domaines, pas uniquement dans l'héritage. Tandis que les sociétés où l'héritage est égalitaire, on part de l'idée que si les frères sont égaux, donc les hommes sont égaux, et donc les peuples sont égaux, et ça donne un égalitarisme qui peut donner lieu à une dynamique révolutionnaire. Parce que je rappelle que la famille française dans le bassin parisien était une famille nucléaire égalitaire. C'est-à-dire les valeurs structurantes, c'était le rapport parent-enfant libéral, rapport entre frères et sœurs, et sœurs entre égalitaires, et donc on a liberté et égalité entre frères. Et donc on a la devise de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Bon, c'est un petit exemple pour situer déjà Emmanuel Todd. Dans l'illusion économique, il déconstruit deux mythes. Il déconstruit premièrement l'un des mythes fondateurs du libéralisme économique, celui de la rationalité de l'homo economicus. C'est-à-dire qu'on est tous des êtres économique par nature, on est tous rationnels et on est porteurs de la même rationalité, que l'on soit chinois, vietnamien, marocain, algérien ou tunisien. Or, il nous dit que non. Il nous dit que oui, on est tous rationnels. À moins que c'est vrai que j'ai une pathologie. On est tous rationnels. Mais cette rationalité, elle s'exprime toujours à travers le truchement d'une culture. Oui. Elle prend toujours une forme culturelle d'expression. Et il donne l'exemple. Par exemple, imaginons trois sociétés confrontées au même problème. On prend les Tibétains, les Chinois, les Européens, au Moyen-Âge, par exemple. Et il y a une pression démographique très forte qui va amener ces populations à la famine si jamais ils ne réduisent pas leur fécondité. Oui. Donc la rationalité est la même. Il faut réduire la fécondité parce que la pression démographique est la même. Mais comment ils vont y arriver, c'est la culture qui va le déterminer. Dans le cas européen chrétien médiéval, ça va être l'augmentation des jours dans le calendrier religieux où il est interdit de faire l'amour. Et donc, on va limiter les jours où les couples peuvent faire l'amour uniquement à l'abstinence, etc. Ouais. On va développer ce discours. Dans le cas du Tibet, on va réactiver ou activer la polyandrie. C'est-à-dire, on a un homme, il a 3 frères, et il y en a un qui est marié. Les 3 ne sont pas mariés. Ouais. Il va autoriser ses frères à accéder à sa femme. Okay. Donc, en fait, on aura la femme du frère va coucher avec les 4 frères et va tomber enceinte une fois. Oui. Mais 4 hommes vont être 3 hommes vont neutraliser. Ils ont eu des rapports, mais ils n'ont pas donné d'enfants. Bon, à moins qu'ils donnent un triplé. Ouais. Statistiquement, c'est dans rare. Le cas chinois. Dans le cas chinois, malheureusement, c'est le pire. Enfin, ils tuaient les bébés filles. Ouais. Ce qu'on appelle les infanticides de bébés de sexe féminin. Ça se faisait de manière assez brutale, soit enterrés vivants, soit... Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Aujourd'hui, en version moderne, ça se fait par l'avortement sélectif. Ouais. Donc, ils font une échographie. S'ils détectent au bout de 3-4 mois que c'est une fille, avortement, et puis voilà. Bon, je ne dis pas qu'il y a des méthodes que toutes sont morales, je dis que toutes sont culturelles. Et donc voilà, on a une rationalité, oui, elle est la même chez le guépard. Avant de courir derrière la gazelle, quelque part, il y a un calcul qui se fait dans sa tête. Est-ce que ça vaut la peine ou pas de courir? Chez les lions aussi, qui des fois dévorent le bébé lionceau pour neutraliser la concurrence, future concurrence. Exactement, ils tuent les lionceaux du lion dominant qui était avant. Il y a même chez les hiboux, c'est-à-dire que la femelle hibou peut tuer et dévorer ses propres enfants, parce que du point de vue de la biologie, c'est très logique. Parce que les bébés sans la mère n'ont aucune chance de survivre. Ouais. Mais si la mère survit et que le bébé meurt, et permettent à la mère de survivre, puisqu'il va les dévorer, elle peut réavoir des enfants après. Ouais. Donc, du point de vue de la perpétuation de l'espèce, c'est très logique. Bon, nous, les humains, on a dépassé ce stade. Le deuxième truc qu'il déconstruit, c'est l'idée que la mondialisation allait aboutir à une homogénéisation du capitalisme, qu'on allait aller tous vers le même capitalisme. Or, ce qu'on voit, et là je vais m'arrêter, je ne vais pas trop parler de ça pour donner aux gens l'envie de lire. Et d'ailleurs, le livre, il s'adresse aux économistes, pour les initier à l'approche anthropologique. Il dit que, au fait, la mondialisation, non seulement elle n'a pas homogénéisé les différents capitalismes, mais au contraire, elle a accentué l'expression culturelle de chaque région du monde. C'est-à-dire que le monde allemand et japonais, qui a été structuré pendant des siècles par le même type familial, qui est de type autoritaire et inégalitaire, va produire un capitalisme d'épargne, où on consomme peu, on épargne beaucoup, et donc on est projeté sur le long terme, puisqu'on est dans une logique d'épargne, et donc une logique transgénérationnelle ou intergénérationnelle, et un capitalisme qui épargne beaucoup, donc qui investit beaucoup, et donc qui produit beaucoup et qui consomme peu, ne peut qu'avoir une balance commerciale excédentaire, c'est-à-dire qu'il produit plus que ce qu'il ne peut consommer. Et pour qu'il puisse se développer, il faut l'antithèse de ce capitalisme. Un capitalisme de court terme qui privilégie de la consommation au détriment de l'épargne, et c'est le monde anglo-américain. Donc, en fait, en levant par le libre-échange toutes les barrières pour les marchandises et les capitaux, en fait, ces deux capitalismes se sont nourris mutuellement. Le monde anglo-américain est devenu de plus en plus consommateur,
avec des Oui. balances commerciales de plus en plus déficitaires. Et le monde germanique et japonais, ce qu'on appelle le capitalisme rhénano-nippon, Mm. est devenu de plus en plus excédentaire et de plus en plus ancré dans le long terme. Mm. D'où le fait qu'en Allemagne, on a encore une industrie. Au Japon, il y a encore une industrie, Toyota, etc. Aux États-Unis, en Angleterre, de moins en moins. Ouais. Je ne parle même pas d'Europe continentale à part l'Allemagne. Voilà, donc globalement, c'est un éclairage anthropologique de différents phénomènes économiques. Eh ben merci. Du Avec coup, on plaisir. continue dans la déconstruction parce que dans la déconstruction, il y a la déconstruction historique avec ce livre, Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, écrit par François Reinhardt. Et donc là, effectivement, il déconstruit l'histoire de France, les grandes dates de l'histoire de France, où en fait il nettoie ça de tous les clichés pour nous donner voilà, le fait, a priori, comme il s'est passé. Donc c'est très intéressant, c'est un livre qui se lit vite, qui se lit bien et qui est en plus très drôle parce que il y met une petite touche d'humour. Je prendrai par exemple juste un des épisodes très connus, si je vous dis 732, Bataille de c'est Poitiers. voilà, les Arabes sont repoussés à Poitiers par Charles Martel. Donc ça c'est la version officielle comme on nous l'a enseigné à l'école. En vrai, il dit que cette bataille n'était pas une bataille, que c'était juste une escarmouche, qu'en fait les morts, donc les musulmans d'Espagne, faisaient régulièrement des escarmouches sur le Les territoire razzias, franc, des voilà. petites razzias, voilà. Ils n'ont pas l'intention d'y rester, ils y allaient et ils repartaient aussi vite qu'ils étaient venus. Mais Charles Martel, qui était un fin politique et qui surtout voulait asseoir sa dynastie et occulter son concurrent qui était Eudes d'Aquitaine, a utilisé cette petite escarmouche pour politiquement reprendre à son compte la défense de la chrétienté face aux musulmans conquérants. Et voilà. Et du coup, il a réussi. Le grand vainqueur, le grand gagnant de cette histoire, c'était bien Charles Martel. D'ailleurs, Charles Martel, parce qu'il paraît que sur le champ de bataille, il a tellement agité son marteau d'armes que ça lui a valu le surnom de Charles au marteau, Charles Martel. Ça me rappelle le BHL qui fait semblant d'aller sur les champs de bataille. Ouais, mais en fait, ce livre est intéressant parce que du coup, et cet épisode-là particulièrement, parce que ça fait écho à ce qui se passe actuellement. Beaucoup de gens qui reprennent, ils partent d'un postulat de base qui est vrai. Ils partent d'une immigration massive de musulmans en France, mais ils lui donnent un écho qui n'est pas tout à fait vrai pour des intérêts purement politiques. Et donc, le grand vainqueur de cette histoire, c'est bien Charles Martel, qui a pu donc asseoir sa dynastie, qui a pu, via son fils Pépin le Bref et son petit-fils Charlemagne, donner l'histoire qu'on connaît. Les grands perdants, ce n'est même pas les musulmans, parce que, comme je dis, ils sont repartis aussi vite qu'ils sont venus, mais c'est bien Eudes d'Aquitaine qui a disparu voilà, de la lignée historique de l'histoire de France. Voilà, donc Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, un livre intéressant, très drôle à lire. Merci, cher ami, on aura de la lecture. Oui, pour le week-end. Vous n'êtes pas obligé de tout lire en un week-end. Le troisième, Alors Rachid. oui, troisième et dernier livre, c'est l'un des coups de foudre dont j'ai parlé tout à l'heure, Carl Gustav Jung. C'est un auteur, c'est un penseur que j'adore. J'ai lu, alors pas l'intégralité, parce que c'était un penseur prolifique, mais une bonne partie de l'œuvre de Jung, dont d'ailleurs un livre qui est sorti à titre posthume, qui s'appelle Le Livre Rouge, qui a été découvert assez tardivement, traduit, etc., et qui permet de voir que l'auteur a évolué dans sa pensée et qu'à la fin, il s'est libéré d'un certain nombre de dogmes qu'il avait lui-même. Bon, c'est l'un des pères fondateurs de la psychanalyse moderne. Il était à un certain moment le disciple de Freud. Puis il y a eu une rupture avec Freud, parce que Freud avait tendance à réduire la libido uniquement à sa dimension sexuelle. Voilà, Oui. tout est libidinal, tout est sexuel. Jung n'était pas tout à fait d'accord. Et le deuxième désaccord profond, c'était que l'inconscient n'est pas uniquement individuel, comme chez Freud. Mais il y a au-delà de l'inconscient individuel un inconscient collectif que l'humanité partage. Et cet inconscient collectif est fondé sur un ensemble d'archétypes, c'est-à-dire de figures psychiques où chacune est caractérisée différemment de l'autre et qui, en passant par notre conscience, prennent la forme de mythes, prennent la forme de figures héroïques, qui peuvent être tragiques comme qui peuvent être heureuses, et qui structurent notre mental. Donc c'est comme des personnages qui habitent dans cet inconscient collectif et qui, à l'échelle de chaque individu, cherchent à s'exprimer à travers lui, en quelque sorte. Ouais. Et donc dans tous les mythes que vous avez dans toutes les cultures, vous pouvez identifier dans cette culture quel était l'archétype qui prédominait, à travers cet individu qui est l'archétype prédominé.
Donc dans ce livre qui s'appelle Présent et Avenir, qui est un tout petit livre par rapport aux autres livres de Jung, qui fait une centaine de pages, 104 pages à peu près, eh ben, c'est pas un livre pour comprendre Jung. Pour comprendre Jung, il y a d'autres livres. Mais c'est un livre où Jung parle de l'époque contemporaine, ce qu'on appelle l'époque moderne, et même postmoderne, celle qu'on vit aujourd'hui. Et il en montre les dangers par rapport à sa grille de lecture psychanalytique. Parce qu'il part de l'idée que comme la modernité a déconstruit tous les symboles, toutes les croyances collectives dans les religions, qu'elle fut fondamentalement iconoclaste, c'est-à-dire que du côté chrétien, il a détruit toutes les icônes à travers le protestantisme. Et donc tout ce qui permettait à notre inconscient de s'extérioriser et de se retrouver dans notre environnement a été totalement évacué. Et ben, l'inconscient est une énergie psychique, quelque part. Et ben, s'il n'arrive pas à sortir à travers des canaux, et ben, il finit par... engendrer des névroses. Engendrer des névroses qui tout d'abord prennent une forme individuelle, et puis quand un névrosé rencontre un autre névrosé, bah, ça s'agglutine, et bah, ça crée des petites minorités agissantes qui sont porteuses d'une névrose qui devient collective, et qui finissent par contaminer toute la société, et la prendre en otage même politiquement. Ouais. Il parle du cas du nazisme, mais ça peut être même des cas contemporains, on parlait du Covid tout à l'heure, on peut également retrouver ça. Autre élément dont il parle, c'est que la modernité a créé l'État tel qu'on le connaît aujourd'hui et la société. Et le problème, c'est que la société qui n'est qu'une idée et l'État qui est qu'une idée, quelque part, on a accordé à la société et à l'État une vie autonome, c'est-à-dire qu'elle existe indépendamment de nous. Et bien, quelque part, ça a permis d'effacer notre individualité. C'est la faute à qui? C'est la faute à l'État. C'est la faute à qui? C'est la faute à la société. Et donc, la question de la responsabilisation et de la responsabilité individuelle a été totalement évacuée par l'alibi d'une société qui existerait quelque part, qui flotterait, mais qui n'est jamais incarnée bizarrement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand on crée la société et qu'on l'autonomise en termes de fonctionnement, eh ben on cesse d'être des individus et on devient une masse. Oui. Et donc on devient une statistique. Donc on nous compte en chiffres, en valeurs, etc. Eh ben, c'est une forme de déshumanisation et d'atrophie de l'individualité. Et pour ne pas trop spoiler le livre, il dit qu'en réalité, l'unique moyen qui permet à l'individu de s'individuer, c'est-à-dire de devenir plus lui-même et d'échapper à cette massification de la modernité, du troupeau, de la masse, etc., c'est la spiritualité et la religion. Alors, pas la religion dans sa forme historique telle qu'elle s'est développée, au contraire, elle a contribué à la massification. Mais la religion du point de vue originel, c'est-à-dire où le rituel n'est pas décorrélé de son sens profond et de sa finalité. C'est-à-dire la religion qui prend l'homme comme une totalité, qui respecte autant son intelligence que sa dimension mythique et sa dimension qui relève d'une autre rationalité qu'on appelle irrationnelle, mais qui est une autre rationalité. Donc la spiritualité permet d'extraire l'individu en l'aspirant dans un autre monde qui échappe à la massification de ce monde-là. Et c'est des gens qui disent non. On parlait de la période tout à l'heure de la grippe, voilà, pour ne pas dire. Et ben, les gens qui disaient non, c'était les gens qui étaient retenus par quelque chose d'autre qu'aller au McDo et aller dans tel ou restaurant. Et donc par des valeurs plus grandes. Voilà, par des valeurs plus grandes. Ben, c'est une parfaite transition pour le dernier livre, qui est de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, voilà, l'éducation de l'âme. On parle de spiritualité, il dit « Le plus important que la somme des savoirs que peut acquérir un homme sont les vertus par lesquelles il donne un sens à ses savoirs. » Donc c'est un livre, en fait, c'est pareil, 100 pages, hein, ça se lit très vite, très facilement. Et c'est un livre, j'ai envie de dire, c'est même un mode d'emploi de la manière dont on peut guérir, nettoyer son âme des défauts et des vices qui peuvent peupler le cœur. Lorsqu'il dit lorsque le Très-Haut veut du bien pour son serviteur, il lui fait prendre conscience de ses défauts. Quiconque est pleinement lucide n'ignore pas ses défauts et peut donc les soigner. Donc la première étape, c'est voir ses défauts. Au Maroc, on a beaucoup de gens qui ont toujours raison sur tout et qui souvent refusent d'admettre qu'ils ont tort. Mais on voit tous les défauts des autres. Voilà, ça, on ne les rate pas. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Chacun voit la paille dans l'œil de son voisin et ne voit pas le tronc dans le sien. C'est le passage des évangiles. Exactement, il le reprend. Il donne à un moment donné l'exemple, si quelqu'un nous dit qu'il y a un scorpion dans notre lit, on sera très heureux de l'ôter, de le tuer, on le remerciera de nous avoir prévenus et même on lui sera reconnaissant de nous avoir échappé, nous faire échapper voilà, à une morsure. Quand il s'agit des défauts, en général, on n'aime pas trop que quelqu'un nous le dise. Donc en fait, c'est un mode d'emploi où il prend tout ce qui peut contaminer l'âme, la colère, la jalousie, l'avarice. Alors donnez-nous un cas concret. Un cas concret. Je suis colérique, je fais quoi?
vous êtes colérique. Il donne des exemples assez drôles en plus. Il dit, si vous êtes colérique, trouvez-vous quelqu'un insupportable qui va vous mettre en colère. Une tête à claque. Et une tête à claque. Et alors non, voilà, plus sérieusement, il y a plusieurs étapes. Notamment, il dit, par exemple, de se trouver un maître. Voilà, un maître spirituel qui peut nous accompagner, parce que c'est des choses en général qui ne se font pas tout seul. Aujourd'hui, on va voir les petits. Il fut une époque où on allait voir des maîtres spirituels ça coûtait moins cher. Ça coûtait moins cher et c'était plus efficace peut-être même. Donc par exemple, voilà, soigner les défauts. Quelqu'un qui aime trop l'argent, il va le forcer à donner son argent et ne garder que le strict nécessaire. Celui qui aime trop manger, il va se forcer à jeûner, à se priver de nourriture pendant des jours. Mais d'ailleurs, Abu Hamid al-Ghazali a fait ça lui-même. C'est pour ça qu'il a écrit ce livre. C'est qu'il s'est imposé cette discipline. Et lorsqu'il écrit ce livre, c'est des choses qu'il a tirées de sa propre expérience. Parce qu'il a quitté son poste bien payé, son poste de notoriété, son statut, et il est parti faire la mendicité sur les marchés pendant une quinzaine d'années, loin du confort. Donc c'est vraiment un livre... nettoyer son âme, nettoyer son ego, parce que le mal qui pollue toute la société, et le mal profond, c'est pas l'argent, c'est pas l'origine du mal, c'est l'ego. C'est vraiment l'ego, c'est se croire supérieur. D'ailleurs, c'est ce pourquoi Iblis est maudit et que Adam ne l'est pas. C'est que l'un et l'autre sont très 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 similaires en beaucoup de choses, on en parlera une autre fois, mais il y a une chose qui les différencie, c'est que Adam reconnaît ses torts et s'empresse de changer, tandis que Iblis refuse de reconnaître ce tort et même accuse Dieu de l'avoir mis dans l'erreur. Donc nettoyer son âme, c'est un livre mode d'emploi que je recommande à toute personne. Donc si j'ai bien compris, c'est un livre très pratique, pas uniquement ésotérique et spirituel, mais très pratique avec des exercices spirituels. Exactement, c'est ça, c'est vraiment un mode d'emploi. Avec des différentes passions, différents problèmes, colère. En fait, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque un livre de médecin de l'âme. Il pose un diagnostic et il vous dit voilà le traitement. Vous avez cette maladie, voilà le traitement. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres approches, où par exemple, pour régler un problème, il faut méditer pendant 1 heure à dire un truc qui ne sert à rien. Ouais. Enfin, peut-être les vibrations peuvent aider, mais là, c'est très empirique. C'est-à-dire, tu as un problème, on identifie le problème, et en fonction du problème, tu vas empiriquement, c'est-à-dire réellement faire des choses, c'est-à-dire qu'ils vont changer ton corps et ton âme. En fait, tu me les prêteras. Avec plaisir. J'ai plein de défauts. On en a tous. Déjà, c'est ça la chose à s'avouer, c'est qu'il n'y a pas de perfection, il n'y a personne qui est parfait, et même lorsqu'on on prétend être quelqu'un de bien, il y a encore beaucoup de choses à changer. Et en fait, c'est un livre qui s'adresse à tout le monde, même les imams, ou voilà, à tous. Il n'y a pas un être humain sur Terre, je pense, qui ne peut pas appliquer 2-3 principes de ce livre. Exactement. Voilà. Alors pour conclure, un petit clin d'œil, si vous voulez développer votre approche transdisciplinaire dont j'ai parlé tout à l'heure, avec une lecture dialectique des événements historiques, pas une lecture linéaire totalement béate, je vous recommande ce livre-là, dont je ne vais pas parler pour des raisons évidentes, vu la marge de liberté d'expression que permet Internet. Voilà, pour continuer à pouvoir vous parler, je vais vous le montrer. Et je vous recommande vivement de le lire. C'est un classique maintenant, j'ai envie de dire. C'est un classique, un livre synthétique, assez rapide, qui va directement droit au but et qui appréhende les différentes évolutions qu'on a connues le siècle dernier, au niveau sociologique, au niveau historique, au niveau économique, au niveau politique, mais pas prises chacune séparément, mais prises de manière conjuguée avec toute la complexité qu'il faut pour respecter le réel. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des trois livres. Des livres donc à lire et à faire lire aussi aux adolescents. Peut-être qu'ils passeront moins de temps devant les écrans et devant la télé, autant qu'ils passent un peu plus de temps devant des livres. Et ça nourrit l'âme, ça fait grandir l'esprit, ça développe l'esprit critique et ça permet de voir les choses un peu plus clairement. Et je pense qu'on peut promettre que de temps en temps, on fera des vidéos autour de livres comme ça pour donner envie de lire et permettre aux gens de développer leur esprit critique. Et leur bagage culturel. Tout à fait. Il y a énormément de livres. Là, on n'en a pris que 6, mais on en a... Alors, encore une fois, ce n'est pas la quantité. C'est la qualité. La qualité des livres. Parce qu'on peut lire beaucoup de livres, ça ne sert à rien. Autant choisir des livres importants qui réellement apportent quelque chose. Voilà, cher Rachid. C'était une joie. Merci à vous d'avoir présenté les 3 livres. À très bientôt pour une nouvelle émission de livres. Passez un très bon week-end.